Ma petite amie a exigé, supprime ton LinkedIn. Des recruteuses ne cessent de consulter ton profil. J'étais à la recherche d'un emploi après un licenciement. J'ai répondu, c'est déraisonnable. Elle l'a supprimé en utilisant mon téléphone pendant que je dormais. Quand la recruteuse de Google qui avait essayé de me contacter a appelé mon contact d'urgence, ma mère, pour demander si j'allais bien. J'ai 28 ans, je suis un homme, et j'ai été licencié de mon poste d'ingénieur logiciel il y a environ 3 mois. L'entreprise a procédé à une vague de licenciements. Rien de personnel, juste des questions de budget. J'y travaillais depuis presque 4 ans. Bonnes évaluations, travail solide, la totale. Un mardi après-midi, les ressources humaines m'ont convoqué à une réunion Zoom, ont lu un script, et soudain, je me suis retrouvé à mettre à jour mon curriculum vitae à 14 heures en pleine semaine. Si vous n'avez jamais été licencié, cela vous perturbe d'une manière que vous n'imaginez pas. Vous commencez à douter de votre valeur. Votre routine disparaît du jour au lendemain. Vous passez de notifications Slack toutes les 30 secondes à un silence absolu. C'est étrange et solitaire, et personne ne parle de à quel point c'est désorientant. Alors, j'ai fait ce que toute personne sans emploi dans la technologie fait. J'ai mis à jour mon LinkedIn, activé l'option Open to Work et j'ai commencé à enchaîner les candidatures, le réseautage, les messages à froid aux responsables du recrutement. Tout ce cirque démoralisant. Je postulais en moyenne à 15 ou 20 offres par jour, ce qui, comme quiconque dans la technologie le sait actuellement, est le minimum si l'on veut avoir une chance. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis environ 14 mois à ce moment-là. Elle travaillait comme coordinatrice de bureau dans un cabinet dentaire. Emploi stable, salaire correct. Elle a été compréhensive au début. On va s'en sortir. Je crois en toi. Les phrases habituelles. Cela semblait sincère à l'époque. Puis les choses ont commencé à changer. Environ 2 semaines après le début de ma recherche d'emploi, elle a demandé à voir mon profil LinkedIn. Je pensais qu'elle était curieuse ou qu'elle voulait peut-être aider. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a passé environ 10 minutes à parcourir mes contacts, mes messages, les vues de mon profil. Puis elle a dit, « Pourquoi tant de femmes regardent ton profil ?» J'ai expliqué que les recruteurs ont tendance à être majoritairement des femmes dans le recrutement technologique. C'est simplement la démographie du secteur. La plupart des personnes qui consultaient mon profil étaient des spécialistes de l'acquisition de talents d'entreprises auxquelles j'avais postulé. C'est littéralement comme ça que LinkedIn fonctionne. Elle n'y a pas cru. Au cours des semaines suivantes, la situation s'est envenimée. Elle a commencé à me demander chaque soir qui m'avait contacté sur LinkedIn. Elle voulait lire chaque conversation avec les recruteurs. Elle s'est énervée lorsqu'une recruteuse d'une entreprise connue m'a envoyé une demande de connexion avec une note qui disait « J'adore votre parcours. Connectons-nous ». Elle a qualifié cela de flirt et a dit « Aucun professionnel ne parle comme ça ». J'ai essayé d'être patient. Vraiment. Je lui ai dit que je comprenais que l'insécurité pouvait augmenter pendant les périodes de stress et que mon licenciement nous affectait tous les deux. Je pensais être un bon partenaire. Puis, après environ 6 semaines, elle m'a fait asseoir et l'a dit. Je pense que tu devrais supprimer ton LinkedIn. Des recruteuses continuent de consulter ton profil et de t'envoyer des messages, et je n'aime pas ça. Tu peux trouver un travail sur Indeed ou autre. J'ai ri, en fait. Pas pour être méchant. Je pensais sincèrement qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. J'ai dit, c'est déraisonnable. LinkedIn est la plateforme principale pour le recrutement dans la technologie. Le supprimer serait comme si un chef jetait ses couteaux. Elle a répondu, si notre relation compte pour toi, tu le feras. J'ai dit, non, fermement. Pas grossièrement, pas agressivement. Juste non. Elle a pleuré. M'a traité d'égoïste. A dit que je choisissais des femmes au hasard plutôt qu'elle. Je lui ai dit que ce n'était pas ce qui se passait et j'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit que la thérapie était pour les gens avec de vrais problèmes. Nous nous sommes disputés par intermittence pendant environ 3 jours et cela semblait s'être calmé. Elle a cessé d'en parler. Je pensais qu'elle avait accepté. J'avais tort. 3 jours après notre dernière dispute à ce sujet, je me suis réveillé et j'ai pris mon téléphone pour vérifier mes courriels. Routine matinale, café, courriel, notification LinkedIn, site d'emploi.
Mais quand j'ai ouvert LinkedIn, on m'a demandé de me connecter. Étrange. J'ai tapé mes identifiants. Ce compte a été désactivé. J'ai eu un frisson. J'ai vérifié mes courriels. C'était là. Une confirmation de désactivation envoyée à 3h47 du matin. Elle avait utilisé mon téléphone pendant que je dormais, était allée dans mes paramètres LinkedIn et avait supprimé mon compte. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie pour quelqu'un dans ma situation. J'avais plus de 800 contacts construits sur 6 ans, des recommandations d'anciens managers, un portfolio de description de projets que j'avais passé des semaines à perfectionner, des conversations avec 12 recruteurs actifs, dont 3 m'avaient à diverses étapes de leur processus de recrutement. L'une d'elles était une recruteuse de Google qui m'avait contacté, et non l'inverse. Elle avait trouvé mon profil, m'avait envoyé un message à propos d'un poste dans leur équipe cloud, et nous avions eu 2 échanges solides sur la planification d'un premier appel. Tout était parti. À cause de recruteuse. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment. Elle dormait encore. Je pouvais l'entendre respirer dans la pièce voisine. Et je suis juste resté là, la main autour de ma tasse de café, en train d'assimiler. Quand elle s'est réveillée, elle est sortie en s'étirant et en souriant comme si c'était un matin comme les autres. J'ai dit, tu as supprimé mon LinkedIn. Elle n'a même pas hésité. Oui, je l'ai fait pour nous. Tu me remercieras plus tard. Indeed a plein d'offres d'emploi. J'ai dit, tu viens de détruire des mois de réseautage et de conversations de recrutement actives, y compris avec une recruteuse de Google. Elle a haussé les épaules, vraiment haussé les épaules, et a dit, Google a un site web. Postule directement dessus. Si vous avez déjà postulé chez Google via leur site web, vous savez que c'est vous et 40 000 autres personnes. Le contact de la recruteuse était un ticket d'or et elle l'a jeté à la poubelle parce que le nom de la recruteuse était probablement quelque chose comme Jessica ou Amanda. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. Je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère, et je me suis assis dans sa cuisine et je lui ai tout raconté. Ma mère, Dieu la bénisse, a juste écouté. Puis elle a dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais arranger ça. Mise à jour 1. L'appel téléphonique qui a tout changé 5 jours plus tard. Voici ce qui s'est passé après que j'ai découvert la suppression. D'abord, j'ai essayé de récupérer le compte. LinkedIn vous donne une fenêtre pour le réactiver, généralement environ 14 jours. J'ai réussi à restaurer le profil, mais voici ce que je n'ai pas pu récupérer, tous mes fils de messages actifs. Chaque conversation, chaque échange avec un recruteur, chaque réponse soigneusement rédigée à chaque opportunité, disparue, effacée. Les contacts sont revenus, les recommandations sont revenues, mais les messages, le pipeline réel qui représentait des mois de construction de relations, n'était que des fils vides. Je me sentais mal, physiquement mal. Je suis resté assis sur le parking d'un Starbucks pendant 20 minutes parce que je ne voulais pas retourner à l'appartement. Maintenant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Vous vous souvenez de la recruteuse de Google? Celle qui essayait activement de planifier un appel avec moi? Quand mon compte a disparu et que j'ai cessé de répondre, elle a apparemment fait ce que font les bons recruteurs. Elle a relancé. D'abord via LinkedIn, qui était désactivé. Ensuite, par l'adresse courriel que j'avais indiquée sur mon curriculum vitae, que ma petite amie avait également consulté et où elle avait marqué les messages de la recruteuse comme pourriel. Je les ai trouvés plus tard dans mon dossier de pourriel. 3 courriels en 5 jours, de plus en plus inquiets. Et puis, et je n'invente rien, la recruteuse a appelé mon contact d'urgence. Voyez-vous, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, j'avais listé ma mère comme contact d'urgence dans l'annuaire des employés, qui était lié à mes références professionnelles. La recruteuse de Google avait obtenu le nom de mon ancien employeur comme référence, avait contacté les ressources humaines pour une vérification préliminaire de routine, et quand elle n'a pas pu me joindre par les canaux normaux, elle a demandé aux ressources humaines s'il y avait un contact alternatif. Ils lui ont donné le numéro de ma mère. Inhabituel, oui. Mais apparemment, ce poste était difficile à pourvoir et elle avait vraiment aimé mon profil. Ma mère a décroché le téléphone un mercredi après-midi. Une recruteuse de Google s'est présentée, a expliqué qu'elle essayait de me joindre depuis près d'une semaine et a demandé si tout allait bien parce que j'avais complètement disparu des radars. Ma mère, que Dieu bénisse cette femme, n'a pas sourcillé.
Elle a dit, oh, il va bien. Sa petite amie a supprimé son LinkedIn et ses courriels. Puis-je vous donner son numéro de portable personnel? La recruteuse a marqué une pause, puis a dit, je suis désolé. Avez-vous dit que sa petite amie a supprimé ses comptes professionnels? Ma mère a répondu, c'est exactement ce que j'ai dit. La recruteuse m'a appelé 20 minutes plus tard. J'étais assis sur le canapé de ma mère en train de manger des restes de pâtes quand mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, c'est la recruteuse de Google. Je viens de parler avec votre mère. Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. J'étais mortifié. J'ai commencé à m'excuser, à essayer d'expliquer sans avoir l'air fou, et elle m'a interrompu. Elle a été incroyablement professionnelle à ce sujet. A dit qu'elle avait vu des situations pires, j'en doute, mais c'était gentil de sa part de le dire, a confirmé qu'elle était toujours intéressée par moi pour le poste, et a demandé si nous pouvions planifier le premier appel pour la semaine suivante. J'ai dit oui si vite que j'ai probablement eu l'air déséquilibré. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Pour ce que ça vaut, votre profil professionnel est solide. Ne laissez personne vous dire qu'il ne mérite pas d'être protégé. Après cet appel, je suis retourné à l'appartement. Ma petite amie était à la maison, assise sur le canapé à regarder Netflix. Je suis entré et elle a immédiatement commencé à parler de plans pour le dîner. Je l'ai interrompue. Une recruteuse de Google vient d'appeler ma mère parce qu'elle ne pouvait pas me joindre parce que tu as supprimé mon LinkedIn et marqué ses courriels comme pourriels. Son visage a traversé environ 6 expressions en 3 secondes. Puis elle a opté pour la défensive. Tu en fais toute une histoire. C'est juste un travail. C'est Google. Alors, tu penses que tu vas travailler chez Google? Elle a ri, vraiment. Chérie, sois réaliste. Cette phrase. Cette seule phrase. Je me la repasse parfois. Sois réaliste. Venant de quelqu'un qui a supprimé mon réseau professionnel parce qu'elle était jalouse des recruteurs. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Elle a dit, tu es dramatique. J'ai pris quelques vêtements et je suis allé chez ma mère pour la nuit. Au cours des jours suivants, son comportement s'est intensifié. Elle m'a envoyé des textos constamment, non pas pour s'excuser, mais pour exiger. Elle voulait savoir quand je rentrerais à la maison pour en parler comme des adultes. Elle a dit que je la punissais de se soucier de notre relation. Elle m'a dit que ses amies étaient toutes d'accord pour dire que je surréagissais. Puis elle a fait le coup que je redoutais. Elle a appelé ma mère directement. Elle a dit à ma mère que je traversais une crise de santé mentale à cause du licenciement et qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle a dit que je m'isolais et que j'agissais de manière erratique, et que la suppression de LinkedIn était quelque chose que je lui avais demandé de faire. Elle a vraiment dit ça, que je lui avais demandé de le faire. Ma mère, qui avait littéralement parlé à la recruteuse de Google et connaissait toute la vérité, a écouté poliment. Puis elle a dit, ma chérie, je pense que tu devrais arrêter d'appeler ici. Et a raccroché. Ma petite amie m'a alors envoyé un texto. Ta mère vient de me raccrocher au nez. Ta famille est toxique. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, je me préparais pour l'entretien préliminaire de Google. J'ai passé 3 jours sur la table de la cuisine de ma mère à réviser des concepts de conception de système, à faire des problèmes sur LeetCode, et à essayer de me remettre les idées en place. Ma mère n'arrêtait pas de m'apporter des collations comme si je révisais à nouveau pour mes examens de fin d'études. Elle m'a aussi donné le mot de passe du Wi-Fi sur un post-it, même si je le connaissais par cœur depuis le lycée. Ah, les mères. Mise à jour 2. L'entretien, l'appartement et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase 3 semaines plus tard. Ok, accrochez-vous bien. L'entretien préliminaire de Google s'est bien passé. Très bien, même. La recruteuse m'a fait passer à la série d'entretiens techniques. Je n'arrivais pas à y croire. Après des mois de candidature dans le vide, de personnalisation de lettres de motivation que personne ne lit, de rejets automatiques par des systèmes qui me signalent probablement pour avoir utilisé la mauvaise police. J'étais dans un vrai processus de recrutement dans une entreprise qui pourrait changer toute ma trajectoire de carrière. Je n'ai rien dit à ma petite amie. À ce stade, j'étais retourné à l'appartement parce que financièrement, je n'avais pas d'autre option. Mes économies commençaient à fondre. 3 mois sans revenus, ça fait ça.
Je payais toujours ma moitié de loyer parce que mon nom était sur le bail et je n'allais pas ruiner ma cote de crédit. Elle a pris mon retour comme un signe que tout allait bien. Elle a agi comme si l'affaire LinkedIn n'avait jamais eu lieu. Elle a même dit, tu vois, tu es revenu. Je savais que tu t'en remettrais. Je ne m'en étais pas remis. Je planifiais. Mais d'abord, son sentiment de tout lui devoir a empiré. Bien pire. Elle a commencé à surveiller mon téléphone de nouvelles manières. Elle exigeait que je garde mon téléphone face vers le haut sur la table à tout moment. S'il vibrait et que je ne lui montrais pas la notification, elle boudait pendant des heures. Elle a installé une application de localisation partagée sur mon téléphone et le sien, me disant que c'était pour que nous puissions nous retrouver en cas d'urgence. J'ai laissé faire parce que j'étais concentré sur la préparation de l'entretien et je n'avais pas l'énergie pour une autre dispute. Puis elle s'en est prise à mon courriel. Je l'ai surprise un soir en train d'essayer de deviner mon nouveau mot de passe. Elle l'avait déjà changé une fois, avec l'astuce du filtre anti-pourriel. J'avais donc mis à jour tous mes identifiants. Je suis entré dans la chambre et elle était assise sur le lit avec mon ordinateur portable ouvert, en train de taper des mots de passe. « Qu'est-ce que tu fais ? » J'ai oublié mon mot de passe Instagram et j'essaie d'utiliser ton courriel pour le réinitialiser. Ton Instagram n'est pas connecté à mon courriel. Elle a fermé l'ordinateur portable et a dit, « Pourquoi dois-tu toujours tout transformer en dispute ?» J'ai de nouveau changé mes mots de passe, cette fois pour quelque chose qu'elle ne devinerait jamais. J'ai aussi activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. Courriel, LinkedIn, site d'emploi, tout. Leçon apprise. Puis est venu le sentiment de tout lui devoir financièrement. Parce que j'étais au chômage, elle a décidé que ma moitié des contributions au ménage devait changer. Pas dans le sens où trouvons une solution ensemble, mais dans le sens où tu me dois de l'argent. Elle a commencé à tenir un compte courant sur papier. Littéralement un cahier sur le comptoir de la cuisine. Course 84 €. Il doit la moitié. Facture d'électricité 126 €. Il doit la moitié. Nouveau rideau de douche 35 €. Il doit la moitié. Elle n'avait pas tort sur le fait que les dépenses communes devaient être partagées, mais le cahier ressemblait moins à un budget qu'à une arme. Elle le pointait du doigt pendant les disputes. Tu penses que tu peux me manquer de respect alors que tu ne peux même pas payer les courses ? Je payais les courses. Je payais le loyer. Je puisais dans mes économies tout en postulant à des emplois et en passant des entretiens chez Google. Mais selon le cahier, j'étais un profiteur. Le pire, c'est ce qu'elle a dit à sa famille. J'ai appris plus tard par sa cousine, avec qui je m'entendais bien, qu'elle avait raconté à sa famille que j'avais été licencié pour comportement inapproprié avec une collègue. Pas licencié économiquement, mais renvoyé pour harcèlement. Sa cousine m'a envoyé un texto à l'improviste. « Salut mec, est-ce que c'est vrai que tu t'es fait virer pour avoir dragué quelqu'un au travail ? » C'est ce qu'on a dit à tout le monde. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai répondu, non, j'ai été licencié dans le cadre d'une réduction d'effectifs à l'échelle de l'entreprise. J'ai les documents d'indemnité de départ pour le prouver. Elle ment. Sa cousine a répondu, oui, c'est ce que je me disais. Elle est comme ça. Elle est comme ça. 3 mots qui m'ont tout dit sur la personne à qui j'avais affaire. Quoi qu'il en soit, les entretiens Google. J'ai passé 4 séries sur 2 semaines. Entretien technique, conception de système, comportemental. Je me suis préparé comme si ma vie en dépendait parce que, honnêtement, c'était un peu le cas. J'ai fait toute ma préparation à la bibliothèque publique ou chez ma mère. J'ai dit à ma petite amie que j'allais dans des cafés pour postuler à des emplois. Elle s'est plainte que je n'étais jamais à la maison, mais n'a pas insisté. Après la dernière série, j'ai attendu. 8 jours à vérifier mes courriels toutes les 45 secondes, à rafraîchir comme un psychopathe, à peine manger. Ma mère m'appelait 2 fois par jour juste pour discuter, ce qui était sa façon de s'assurer que je respirais encore. Jour 9, 16h17. Courriel de la recruteuse. Bonjour, je suis ravi de vous informer que l'équipe serait ravie de vous faire une offre. Organisons un appel pour discuter des détails. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai posé mon téléphone, je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré. Pas des pleurs de cinéma dramatique, juste des pleurs silencieux, de soulagement, assis sur le sol de la salle de bain. 3 mois de rejet, de silence,
de doutes et ma petite amie qui me sabotait activement, et j'avais décroché un poste chez Google. L'appel pour l'offre a eu lieu 2 jours plus tard. Le package de rémunération était: écoutez, je ne vais pas donner le chiffre exact, mais c'était environ 2,8 fois ce que je gagnais à mon ancien poste. Salaire de base, option d'achat d'actions, prime à la signature, la totale. La recruteuse m'a tout expliqué et je n'arrêtais pas de dire, ça a l'air super, comme un robot. Parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter les chiffres. J'ai accepté l'offre le jour même. Et je n'ai rien dit à ma petite amie. Voici pourquoi. J'ai passé la semaine suivante à faire 3 choses. Premièrement, j'ai trouvé un nouvel appartement. Un une pièce, à distance de marche d'une ligne de train, bel immeuble, animaux acceptés, même si je n'ai pas d'animal. J'ai signé le bail en utilisant la prime à la signature comme preuve de revenu. Date d'emménagement, le 1er du mois prochain. Deuxièmement, j'ai contacté notre propriétaire et l'ai officiellement informé que je ne renouvellerai pas ma part du bail. Notre bail était structuré comme un contrat conjoint avec nos 2 noms. J'ai donné un préavis de 30 jours comme requis et j'ai informé le propriétaire qu'elle devrait soit trouver un nouveau colocataire, soit se qualifier pour l'appartement avec ses propres revenus. Spoiler, son salaire de coordinatrice de bureau ne la qualifierait pas seule. Le loyer était de 2100 € par mois, et la plupart des propriétaires veulent que vous gagniez 3 fois le loyer. Elle gagnait environ 42 000 €. Le calcul n'était pas bon. Troisièmement, et c'est la partie qui me pose le plus de conflits, j'ai envoyé à sa cousine les documents d'indemnité de mon licenciement. J'ai masqué les détails financiers, mais la lettre indiquait clairement qu'il s'agissait d'une réduction d'effectifs sans aucune mesure disciplinaire. J'ai demandé à sa cousine de le partager avec quiconque avait entendu l'histoire du renvoi pour harcèlement. Sa cousine ne l'a pas seulement partagé avec la famille. Elle l'a partagé lors d'un dîner de famille, avec des captures d'écran. Je le sais parce que la nuit après ce dîner, mon téléphone a explosé. Pas à cause de ma petite amie, mais de sa mère. Sa mère m'a appelé et a laissé un message vocal que j'ai sauvegardé. Elle a dit, et je paraphrase, « Je sais que ce que ma fille nous a dit n'était pas vrai. Je ne vais pas m'excuser pour elle parce que ce n'est pas mon travail, mais je veux que tu saches que j'ai toujours pensé que tu étais un jeune homme respectable, et je suis désolé que cela soit arrivé. » C'était le maximum que j'ai jamais obtenu de sa famille. Et honnêtement, c'était suffisant. Ma petite amie est rentrée ce soir-là dans une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Elle est entrée en trombe, a jeté son sac sur le comptoir et a commencé à crier. « Tu as envoyé des documents à ma famille. Qui fait ça ? Quelqu'un qui a été faussement accusé de harcèlement au travail, ai-je dit. » J'étais assis à la table de la cuisine, complètement calme, parce que j'avais une lettre d'offre signée de Google dans mes courriels et un nouveau bail d'appartement dans mon dossier, et plus rien de ce qu'elle pouvait dire n'avait d'importance. « Tu essaies de monter ma famille contre moi. Tu leur as dit que j'avais été viré pour avoir harcelé une collègue. J'ai rétabli la vérité. C'est la même chose. Tu as perdu ton travail parce que tu ne sais pas garder tes yeux pour toi. J'ai été licencié dans le cadre d'une coupe budgétaire avec 40 autres personnes, et j'ai de nouveau un emploi. » Elle s'est arrêtée. Quoi ? J'ai un nouveau travail. Où ? Google. Le silence qui a suivi a été les 4 secondes les plus satisfaisantes de ma vie. Puis, tu mens. J'ai affiché la lettre d'offre sur mon téléphone et je l'ai levée. Je ne l'ai pas laissé toucher le téléphone. J'avais appris cette leçon. Mais je l'ai tenue assez près pour qu'elle puisse lire. Tout son comportement a changé instantanément, comme en appuyant sur un interrupteur. Elle est passée des cris à la douceur en moins de 2 secondes. Chérie, c'est incroyable. Je suis si fier de toi. Tu vois, tout s'est arrangé. On devrait fêter ça. Nous ne fêtons rien. Je déménage le 1er. Plus de silence. Tu quoi ? J'ai donné mon préavis au propriétaire. J'ai signé un nouveau bail. J'en ai fini. Elle a commencé à pleurer. Tu ne peux pas me quitter. Je t'ai soutenu pendant la période la plus difficile de ta vie. Tu as supprimé mon LinkedIn, saboté mon courriel, menti à ta famille à mon sujet, et m'a dit que je n'étais pas assez bon pour Google. Ce n'est pas du soutien. J'avais peur. J'avais peur de te perdre. Tu n'avais pas peur de me perdre. Tu avais peur que je réussisse. Cette dernière phrase,
je ne l'avais pas planifiée. Elle est juste sortie. Mais à la seconde où je l'ai dite, j'ai su que c'était vrai. Chaque chose de contrôle qu'elle avait faite, chaque acte de sabotage, chaque surveillance. Ce n'était pas à propos de la jalousie envers des recruteuses. C'était pour me garder petit, me garder dépendant, me garder dans une position où j'avais plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de moi. Elle a supplié pendant les 3 jours suivants. Des fleurs sur le comptoir, des repas cuisinés, des mots d'amour sur le miroir de la salle de bain. Elle a proposé d'aller à cette thérapie que j'avais suggérée des mois auparavant. Elle a dit qu'elle travaillerait sur elle-même. Elle a même dit qu'elle s'excuserait auprès de ma mère. J'ai fait mes cartons. Mise à jour 3. Le jour du déménagement et les suites. 2 semaines plus tard. Le jour du déménagement était un samedi. J'avais engagé 2 gars via une application de déménagement. 200 € pour 3 heures. Mon pote de fac est venu aider. Ma mère est arrivée avec une glacière pleine de sandwichs et de bouteilles d'eau, comme si j'emménageais dans une résidence universitaire. Ma petite amie était là. Elle était assise sur le canapé et nous regardait faire les cartons. Sans aider, sans gêner. Juste assise là, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. À un moment donné, elle a dit très doucement, « Tu le fais vraiment ?» J'ai dit, « Oui. » Tu vas le regretter. Peut-être, mais j'en doute. Elle a pris le cahier de dépenses, celui où elle avait tout noté, et l'a brandi. Tu me dois encore 340 €. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai compté l'argent et je l'ai posé sur le comptoir. Nous sommes quittes. Elle a fixé l'argent. Puis elle a dit, j'espère que Google a des recruteuses moches. J'ai presque ri. Presque. Mon pote a ri, et elle lui a lancé un regard à glacer le sang. Nous étions partis en moins de 2 heures. La dernière chose que j'ai prise était une photo encadrée de nous, d'un voyage que nous avions fait au début de notre relation. Elle m'a regardé la regarder. Je pense qu'elle a cru que j'allais la prendre. Je l'ai reposée sur l'étagère et je suis sorti. Maintenant, voici les suites, parce que je sais que c'est ce que tout le monde attend. La situation de l'appartement l'a frappé rapidement. Le propriétaire l'a contacté et lui a dit qu'elle avait 60 jours pour trouver un colocataire qualifié ou déménager. Elle ne pouvait pas se le permettre seule et elle le savait. Elle a essayé de faire emménager sa sœur, mais sa sœur venait de signer son propre bail ailleurs. Elle a fini par devoir résilier le bail plus tôt, ce qui lui a coûté une pénalité. Je pense que c'était un mois de loyer, donc environ 2100 €. Elle est retournée vivre chez ses parents à 27 ans. Je ne dis pas ça pour être cruel. Beaucoup de gens vivent avec leurs parents, et il n'y a aucune honte à cela. Mais pour quelqu'un qui avait passé 14 mois à se comporter comme si elle était la personne mature et stable de notre relation, l'image que cela renvoyait n'était pas à son avantage. Sa cousine m'a dit que sa mère l'a fait commencer à payer un loyer à la maison. 600 € par mois. Si tu vas vivre ici comme une adulte, tu vas payer comme une adulte. Je respecte sa mère pour ça. Honnêtement, les retombées familiales ont été importantes. Le mensonge sur le harcèlement a été ce qui a vraiment retourné les gens. Son père l'aurait apparemment prise à part après le dîner de famille où la cousine a partagé mes documents de licenciement et lui aurait dit que mentir sur quelque chose comme ça aurait pu ruiner la vie d'un homme. Elle lui aurait répondu de ne pas s'en mêler. Il ne lui a pas parlé pendant environ 3 semaines après ça. Ils se sont réconciliés depuis, je crois, mais la confiance était brisée. Elle a essayé de me contacter 2 fois après mon déménagement. La première fois, c'était un long texto environ 2 semaines après le jour du déménagement. C'était surtout des reproches. Elle a dit que je l'avais prise par surprise, que j'avais tout planifié dans son dos, et que j'étais tout aussi manipulateur que ce dont je l'accusais. Elle a terminé par « Je t'ai donné 14 mois de ma vie, et c'est comme ça que tu me rembourses. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'essayais d'être froid. Je n'avais juste plus rien à dire. La deuxième fois, c'était environ 1 mois plus tard. Un texto beaucoup plus court, juste « J'ai vu que ton LinkedIn est de retour. Félicitations pour Google. » J'ai fixé celui-là pendant un moment. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance que j'allais jamais obtenir. Pas des excuses. Elle ne s'excuserait jamais. Mais une reconnaissance que c'était réel, que je l'avais vraiment fait,
que la chose qu'elle avait essayé de saboter avait fonctionné malgré tout. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Quant au travail, j'ai commencé 3 semaines après avoir emménagé dans le nouvel appartement. L'intégration a été intense. Le travail est stimulant de la meilleure des manières. Je suis parfois en réunion et je pense à ce matin où je me suis réveillé avec un LinkedIn désactivé et une petite amie qui pensait que Indeed était un substitut acceptable au réseautage professionnel. On dirait une autre vie. La recruteuse de Google, celle qui a appelé ma mère, m'a envoyé un message Slack le premier jour. Il disait « Bienvenue dans l'équipe. Je t'avais dit que ton profil valait la peine d'être protégé. » J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à ma mère. Elle a répondu avec environ 15 émojis cœur et un message vocal où on l'entendait juste dire à mon père « Il est chez Google. » Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je ne vais pas mentir et dire que je vais parfaitement bien. Certains soirs, je pense encore au bon moment de la relation. Les premiers mois où tout semblait facile. La façon dont elle riait de mes blagues idiotes. La façon dont elle s'endormait sur mon épaule pendant les films. Ces choses-là étaient réelles aussi. Et les perdre fait mal, même quand la personne vous a fait du mal. Ma thérapeute, oui, j'ai commencé une thérapie, je ne pouvais pas me le permettre avant, mais les avantages de Google sont incroyables, dit que regretter les bons moments ne signifie pas que les mauvais étaient acceptables. Elle dit que je peux faire le deuil de la relation tout en sachant que j'ai pris la bonne décision. Je travaille à accepter ces deux choses en même temps. Ma mère prend de mes nouvelles tous les dimanches. Nous avons un appel téléphonique fixe à 18h. Elle me demande toujours comment se passe le travail, si je mange assez, et si j'ai rencontré quelqu'un de bien. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt, et elle a répondu « Bien. Concentre-toi sur toi pendant un moment. » La semaine dernière, elle m'a envoyé une photo. C'était un autocollant pour pare-choc qu'elle avait vu sur un parking et qui disait « Mon fils travaille chez Google. » Elle m'a demandé où en acheter un. Je lui ai dit « Absolument pas. » Elle l'a acheté quand même. Il est sur sa voiture. Voilà, c'est toute l'histoire. 3 mois de chômage, une petite amie qui a supprimé ma carrière pour protéger ses insécurités, une mère qui est accidentellement devenue la partie la plus importante de mon processus d'entretien, et une recruteuse qui a refusé d'abandonner un candidat. Je mange mieux, je dors mieux. J'ai de nouveau un compte d'épargne. J'ai une carrière qui m'enthousiasme vraiment. Et j'ai un profil LinkedIn avec 900 contacts. Chacun d'entre eux est protégé par une authentification à 2 facteurs. À quiconque traverse quelque chose de similaire, quelqu'un qui essaie de vous rabaisser parce que votre croissance le menace, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre carrière n'est pas un point de négociation dans une relation. Votre ambition n'est pas une menace. Et la bonne personne ne vous demandera jamais de vous faire plus petit pour qu'elle puisse se sentir en sécurité. Et pour l'amour de Dieu, activez l'authentification à 2 facteurs surtout.